Ça fait un petit moment que je t'en parle. J'essaie doucement de faire une transition off Google. Alors, c'est hyper compliqué et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps entre les différents mails, enfin, entre tous les mails sur Gmail, les analytics, tout ça. Il y a beaucoup de choses, de Google Drive, etc. Et c'est tellement mis en place aussi dans les outils qu'on utilise tous les jours, dans la manière de communiquer, dans toutes les autres structures et sociétés que c'est super compliqué. Mais du coup, j'ai décidé avec Studio Black Sounds de déjà enlever Google Analytics pour arrêter le tracking constant de mes visiteurs. Et j'avais trouvé une alternative qui s'appelait Plausible Analytics. C'est une alternative éthique qui coûte vraiment pas très cher. Je crois que c'est à peu près 50 € par an. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Ouais, il me semble Et que c'est 6 euros par mois, quelque chose comme ça. ouais, ouais, voilà. Et du coup, c'est une alternative qui est très éthique, très saine. Elle permet même de ne pas mettre son bandeau de cookies comme tous les sites. On n'est pas obligé d'accepter les cookies parce que ça n'en met pas en place. Ça fait Ouais. un clic désagréable de moins. Et il y a vraiment pas mal de choses positives. Le JavaScript pour le mettre en place, il est beaucoup plus léger, donc c'est mieux aussi pour le chargement du site, etc. Et donc j'ai décidé de mettre ça en place sur mon site web et d'en faire une de mes valeurs fortes pour le marketing éthique. Et je suis tombé sur un de leurs posts de blog, un de leurs articles qui parlait de 15 manières de faire du marketing dont ils ne sont pas adeptes. Donc au final, ça s'apparente un petit peu à un manifeste ou à un coup de gueule, on va dire, de leur part. Et ils listent 15 méthodes marketing que la plupart des boîtes ou des startups mettent en place dans le monde d'aujourd'hui. Et pourquoi ils ne sont pas OK avec ça. Et on peut dire qu'ils y vont assez fort sur pas mal de points. Donc, mon idée aujourd'hui, c'était de parcourir ensemble ces différents points et puis voir si c'était applicable dans le monde de la boisson, si on pouvait, oui ou non, faire du marketing plus éthique pour tout le monde. Et puis voir un petit peu ce que tu en penses aussi de ton côté. Carrément. Ouais, leur premier point, alors ils en ont 15 en tout. Le premier, c'est Don't confuse marketing with advertising, spamming and shouting. C'est bon, je l'ai à l'écran. Voilà. Alors, bah, du coup, celui-là, il m'a fait penser à un truc parce que du coup, il y a le point où ils disent qu'ils veulent pas prendre de raccourcis. C'est marrant parce que du coup, moi, c'était un de mes mottos quand j'étais à Bordeaux, c'était no shortcuts, no gimmicks, no bullshit. Et du coup, si on applique ça au spiritueux, moi, mon idée, c'était que aujourd'hui, tu as beaucoup de marques qui se créent et qui prennent des raccourcis, qui vont un peu maquiller les choses, ou qui vont simplement faire de l'outsourcing, quoi. Alors, ça veut pas dire, enfin, c'est pas mal en soi, hein. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir une distillerie ou enfin une unité de production. Néanmoins, il y en a qui masquent ça avec un énorme storytelling, qui prennent des raccourcis, qui te font croire qu'ils font des choses extraordinaires, alors qu'en fait, ils payent au loin quelqu'un pour le faire à leur place et ils sont pas producteurs du tout. Ils sont voilà. Du coup, moi, je sais que c'est un de mes trucs. Pas de raccourcis si on va faire les choses de la manière compliquée en quelque sorte. On va partir de rien puis on va le faire nous-mêmes. Ouais. Voilà. Donc ça a bien résonné chez moi ce petit truc. Ok, moi ça me fait aussi penser à Seth Godin, le papa du marketing nouvelle génération. Nouvelle génération, même si maintenant il est un petit peu âgé, mais en tout cas, voilà, il a écrit tellement de livres, etc. Et il partait du principe que le marketing, c'était aider les gens et pas les spammer, pas leur faire de la pub et pas agir comme un vieux vendeur de voitures qui est très pushy parce que ça marche plus.
parce que les gens, ils sont convaincus du moment où dans leur tête, ils ont déjà une envie d'acheter un produit ou qui serait pas loin d'être convaincus. Mais l'idée, c'est juste de convaincre, mais sans pousser. Donc, effectivement, il faut pas confondre le marketing et le fait de faire vraiment de la pub ou du spam. On peut le voir tous les jours, hein, quand on reçoit des spams. On n'a qu'une seule envie, c'est de bannir le mail à vie et de plus jamais entendre parler de la boîte qui nous envoie un mail qui n'a aucun rapport avec ce qu'on veut. Donc ouais. Je sais, c'est la personnalisation qui compte vachement pour le coup. Et ça, les gens le détectent tout de suite si c'est pas personnalisé ou si tu fais semblant, tu fais mine que tu as fait le truc ou que ça s'adresse à quelqu'un et en fait c'est un truc générique qui vise tout le monde Ouais. Et il n'y a qu'à le voir dans les en-têtes d'un mail juste avant de cliquer sur le mail. On le voit en une phrase. Alors après, est-ce que c'est personnalisé à ton nom propre ou à ton prénom ou alors est-ce que c'est personnalisé avec ton centre d'intérêt? Ça, c'est encore autre chose parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller voir chaque personne quand on a une mailing list ou choses comme ça. Mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Du coup, ouais, moi il y avait ça, je sais pas, du coup ouais, il parlait d'ethical marketing, ethical marketing, et voilà, et faire notre doing our little bit to make the web more independent. Donc ça c'est les petits trucs qui avaient résonné. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, mais voilà. Alors, ok, ça c'est si on prend le deuxième point, on prend point par point. Ouais, on peut y aller point par point. Yes. Alors, te suis. Le deuxième point, c'était We don't do any paid advertising. Donc, aucune pub payante. Alors, est-ce que c'est applicable à la boisson? Ça va dépendre des besoins. C'est pas quelque chose dont j'ai eu l'habitude non plus. J'étais plus focus sur le SEO, le référencement naturel et le fait que les articles soient de plus en plus regardés, mais de manière naturelle. Parce qu'il faut savoir que quand on fait du référencement payant, ça ne booste pas son référencement naturel. Donc, c'est vraiment deux stratégies différentes. Le référencement payant, c'est, si tu veux, des résultats directs. Si tu n'as pas le temps d'attendre, tu vas mettre une pub, tu vas lui mettre un taux par clic et puis après, il va falloir que ça clique rapidement et que ça convertisse rapidement. Mais ça ne va pas booster ton référencement naturel. Donc, moi, j'ai jamais aimé cette pratique. Je suis plus dans le slow marketing, rester un petit peu plus... penser un peu plus, prendre un petit peu plus de temps à agir, mais que ce soit pérenne au fil des années. Au bout d'1, 2, 3 ans, ton article il commence à grimper en flèche et puis tu n'as jamais donné un euro à Google ou à Facebook. Je pense que c'est pas mon truc, en tout cas. Je sais pas pour toi. Ouais. Je pense que c'est que c'est un accélérateur. Donc aujourd'hui, alors peut-être dans un contexte loi E20, le paid est peut-être un peu moins pertinent, enfin, ou du moins tu vas pas pouvoir faire passer les mêmes messages, ou des fois au contraire ça va être plus pertinent parce que t'as pas le choix finalement pour faire parler de toi, vu que tu ne peux pas faire, je sais pas, sponsoriser des événements sportifs, sponsoriser des événements culturels de manière explicite, du moins, enfin. Du coup, je pense que c'est quand même dur, mais ça revient peut-être plus au niveau du why dont on parlait la dernière fois. Ouais. Et que si tu arrives à communiquer quelque chose d'assez fort autour de ta marque, de ton produit, et de pourquoi tu le fais, tu vas peut-être recruter naturellement des ambassadeurs de ta marque qui vont faire ce job d'évangélisation et en parler et puis voilà, détourner un peu le truc, mais sous couvert on va dire d'advertising d'influenceurs ou pas forcément en payant des influenceurs, plus en ayant des évangélistes gratuits
Ah, moi, je parle des gens gratuits convaincus, quoi, du bouche à oreille, simplement du bouche à oreille, quoi. Si, enfin, je sais pas, tu vois, tu regardes des marques comme Jack Daniels, ils font beaucoup de pubs, hein, mais je suis sûr qu'ils ont pas besoin d'en faire autant. Ils ont des mecs tellement à fond dans leur marque derrière que ça doit tourner tout seul. L'image, elle est là. Alors quand Et t'as un quand tu es petit, c'est autre chose, mais c'est peut-être là justement. Tu vois, enfin, ne serait-ce que le fait que tu parles de plausible, du coup, moi, du coup, j'ai conscience de ce truc-là. Là, en le relayant dans ce podcast, il y a peut-être d'autres gens qui auront conscience de ça, alors que le point de départ, c'est que ces mecs-là disent on fait pas de pub. Tu vois, donc, donc je sais pas comment tu peux hacker ça avec les spiritueux exactement, mais Est-ce que toi, tu as déjà vu des pubs spiritueux sur Insta, par exemple? ouais, il y en a. Mais bon, après, avec la loi E20, c'est très cadré. Des fois, c'est un peu détourné. Mais si, tu vois des pubs qui vont être pas référencées sur Google, enfin sur YouTube, mais qui vont être pushées en médias. Est-ce qu'on voit des gens sur la pub, etc. Tu vois quelqu'un qui tient une bouteille, tu vois... Non, ça c'est réglo, mais c'est juste. J'ai l'impression que c'est un peu plus sneaky, tu vois. Enfin bon, après tout est fait dans les règles dans tous les cas, mais voilà, t'avais des trucs, je sais pas. Enfin bref, mais ouais, c'est la pub existe en tout cas, et c'est pour ça qu'il y a des marques qu'on voit autant. Et quand t'as un petit, je pense que c'est peut-être ça la frustration, mais c'est peut-être là qu'il faut justement être malin et à l'instar de Plausible, essayer de trouver des moyens détournés pour que les gens aient envie de parler de toi, quoi. Ouais, je pense qu'il vaut mieux dépenser un petit peu son budget dans le fait d'évangéliser des gens plutôt que de l'utiliser dans de la pub payante, pour moi. C'est plus important d'avoir 500 évangélistes que 500 ventes, tout simplement, pour la pérennité de la marque. Ouais, bah, je pense que c'est surtout que ça peut avoir un impact exponentiel. Et puis en fait, peut-être, ouais, le voir comme ça, c'est que quand tu rentres dans l'engrenage de la pub là, pour un produit, tu vas peut-être être catalogué par les réseaux comme quelqu'un qui paye pour de la pub. Du coup, tu vas avoir encore moins de visibilité naturelle. Mais surtout, ça va peut-être... moi, j'ai le sentiment quand je vois certaines pubs et que tu vois le nombre de vues qu'elles ont pu avoir, c'est que ça t'a payé pour faire des vues, pour être exposé, mais ça reste finalement assez creux derrière. C'est juste des gens à qui on a push le truc, ils ont vu le spot, ils ont vu le barman qui utilise tel whisky, tel gin faire son cocktail. Peut-être dans le contexte d'une pub, ça n'a pas été réceptionné comme... Enfin, tu vois, c'est pushy, quoi. T'étais tranquille sur Facebook ou sur YouTube et là, bam, on te fout un truc que t'avais pas cherché, quoi. Alors que, effectivement, si tu as une démarche plus subtile, trouver des gens qui vont vraiment aimer ton produit pour de vraies raisons, j'ai envie de dire, c'est des gens qui vont en parler peut-être à 10 personnes derrière, qui elles-mêmes peut-être en parleront à 10 personnes. Et finalement, c'est pour ça que je pense beaucoup de marques font des salons aussi, c'est que c'est le mieux quand tu parles de ton produit directement aux gens. Ouais, carrément. Les salons, et puis c'est plus organique, c'est plus vivant, c'est moins digital et ça fait du bien dans ce monde-là un peu complexe. Mais ouais, le but, c'est toujours comment arrêter quelqu'un dans son scroll infini sur les réseaux sociaux pour qu'il s'arrête sur ton produit. C'est toujours la chose. Donc, c'est sûr que même si une pub n'a pas forcément l'air de marcher, peut-être qu'implicitement, elle te fout une petite inception dans ta tête, une petite graine qui va germer dans 6 mois ou dans 1 an. Donc c'est vraiment difficile. Ouais. Mais du coup, là, je vois
du coup, comme j'ai surligné un peu, je vois que j'ai surligné un truc là-dedans. Ils mettent We cut out the middleman. Puisque eux, ils font référence au côté on fait pas de pub, on vous parle directement à vous et on passe, il y a plus d'intermédiaire en fait. Et mais du coup, ça me fait penser à quelque chose de plus global dans les SPI. C'est tu vois, avec le Covid, il y a un truc qui s'est vachement développé, c'est aux US, ils se battent beaucoup pour ça au niveau légal et tout, c'est de pouvoir vendre directement à leurs consommateurs. Les distilleries et tout, parce qu'il y a des endroits où tu peux pas envoyer une bouteille par la poste directement, il faut que ça passe par un réseau de distribution et tout, et je me demande s'il y a pas aussi un peu ça qui peut se développer dans les SPI aujourd'hui, avec cette idée de bah tiens, on va peut-être hacker les services les réseaux de distribution, on va les contourner, on va justement comme tu peux éviter ici Facebook, Google et compagnie pour faire ta pub, couper ce réseau-là pour finalement toucher les gens directement, toucher les cavistes en direct. Et voilà, je pense que ça peut résonner aussi dans ce sens-là, cette idée. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça me fait penser à du gars avec qui j'ai fait un podcast et dont tu as parlé dans ta newsletter, et il y avait leur concept de site internet assez unique, puisqu'ils mettaient en piédestal les cavistes et que du coup tout se passait via les cavistes. Donc c'était assez intéressant et ça me fait penser à ce que tu dis là. Donc ouais, peut-être que ça va être une tendance à la hausse dans les années à venir en France. Ouais, mais c'est comme ta Bottle là, le service là qui met en relation cavistes et producteurs et tout. Qui fait des espèces de petites capsules. Et moi, mon premier réflexe, quand je vois ça, je me dis, ah tiens, en fait, l'idée, c'est que tu as quand même beaucoup de petits distillateurs, de petits producteurs, tu as beaucoup de cavistes indépendants aussi, et du coup, tu peux faire le lien entre les deux. Alors, ça squeeze pas forcément les distributeurs. Des fois, c'est les distributeurs qui vont prendre la main aussi, mais j'ai le sentiment que en trame de fond, il peut aussi y avoir ce truc qui se développe comme ça, parce que tu as l'outil digital qui te permet d'y aller et effectivement, pas faire de pub traditionnelle, mais plus sur l'humain, quoi. Ok. Alors, point suivant. Carrément. Point suivant, et un qui me tient beaucoup à cœur, j'en ai dit hier. Ouais. We don't use a spy pixel from Facebook and Google to retarget you. Donc en gros, on n'installe pas des scripts pixels de Facebook ou Google Analytics, on en parlait avant, pour faire du retargeting. Donc le fait de, vous savez très bien, vous voyez un truc sur Internet et puis vous le revoyez sur plein d'autres sites après. Vous le voyez en sponsor sur YouTube, Facebook et partout. Ça, c'est quelque chose que, vu que c'était assez nouveau il y a peut-être 5 ans, je voulais le mettre en place quand je travaillais pour une distillerie. Parce que c'était un gros site web, un gros shop, et je me disais que ça pouvait être bien d'en savoir plus en fonction de telle ou telle personne. J'en suis tellement revenu maintenant, quelques années plus tard, et je crois que j'ai juste une horreur pour tout ça, pour cet espionnage à gogo, et que personnellement, j'en peux plus. Et du coup, j'en parle parce que je suis retourné hier sur Facebook, et je mets des automatisations en place, etc. avec Zapier. On en parlera peut-être un peu plus tard ou dans un autre podcast. Mais je fais des tests, et du coup, je me rends compte qu'en automatisant avec Zapier, ça met un post à mon nom propre et pas au nom de ma société sur tel ou tel groupe. Et du coup, je me dis, bon, les gens ne me suivent pas. Alors, ils voient mon nom, ils vont cliquer dessus, et qu'est-ce qu'ils vont voir comme profil public, parce que j'ai pas envie que tout le monde s'immisce dans ma vie privée. Et du coup, je vais voir dans toutes les petites options. Donc, vous savez, on va dans paramètres de confidentialité sur Facebook, et puis on regarde une à une toutes les options. Et il y en a une qui est assez intéressante. En gros, ça s'apparente aux applications, et en gros, c'est votre vie publique en dehors de Facebook. Le truc s'appelle à peu près comme ça, l'option.
Et en gros, c'est une page qui te liste toutes les applis qui ont accès à tes données et qui traitent avec Facebook. En fait, qui envoie les données à Facebook. Donc, grosso modo, Facebook connaît tout ce qu'on fait sur tous ces sites affiliés. Et dans ces sites affiliés, il y avait tout un historique. Moi, j'avais un historique jusqu'à 2019. Et je voyais donc notamment sur YouTube, sur Discord, sur Spotify, sur énormément de choses, sur des applis de running quand on va courir, etc. J'avais même vu HSBC dedans. Je me dis, mais si même les banques s'y mettent, on s'en sort plus. Du coup, on peut désactiver tout ça, donc désactiver son historique et désactiver le fait que tel ou tel site web envoie des infos à Facebook. Du coup, j'ai fait une ultime désactivation de tout ça. Et il faut savoir que ça existe aussi sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, on va dans les paramètres de confidentialité et puis vous pouvez tout enlever, tout désactiver. En gros, LinkedIn se donne le droit de faire de la pub en utilisant toutes vos données. Donc en gros, on a quasiment tout le profil à décocher, case par case. Le nom, la photo de profil, etc., etc. Et ça va jusqu'à l'école, jusqu'au dernier job, etc. Donc, si vous voulez pas être traqué ou retargeté avec tout ça, enlevez un à un, tout, décochez tout. Donc, t'as pas l'option tout sélectionner? Non, ça serait trop beau. Il faut tout désélectionner à la main. C'est les dark patterns, ça. Ils veulent pas que tu le ça fasses, c'est justement, c'est le marketing non éthique. Je connais pas le terme inverse pour ça, mais il y a des designers qui sont extrêmement réputés et spécialisés dans le fait de jamais te laisser partir. Notamment, on le connaît bien chez Amazon. Hein, c'est leur politique chez Audible, chez Amazon. À chaque fois qu'on veut partir, il y a un petit call to action supplémentaire. On en parlait pour Audible quand on essaie de se casser du truc, de se désabonner. Il te renvoie une option. En fait, c'est fou. Tu te cliques sur se désabonner et il te renvoie une option comme si tu avais cliqué sur abonner. Vraiment sans scrupule. Et puis, c'est tellement alléchant qu'au final, tu finis par rester. Donc, ouais. Alors après, est-ce qu'on peut affilier ça au spiritueux, au monde de la boisson, etc. Si vous avez un shop en ligne qui fait beaucoup de ventes, c'est sûr que ça peut paraître intéressant de mettre un Facebook Pixel, etc. Après, est-ce que éthiquement parlant, dans le monde de demain, c'est quelque chose que vous souhaitez, qui va avec vos valeurs fondamentales, votre why, votre raison d'être? Je suis plus sceptique là-dessus. Je me demande s'il n'y a pas un cadre, un peu plus restreint, peut-être dans la mesure où si tu fais de la pub pour l'alcool, là pour le coup, je suis pas du tout calé là sur ces techniques de remarketing, mais est-ce que ça passe, tu vois, autant quand tu es dans le cadre d'un Facebook ou d'un Instagram ou je sais pas, où finalement tu es dans un microcosme fermé, quoi, où t'es logué à Facebook, on sait quel âge t'as, du coup, condition que t'aies bien rempli le truc, évidemment. Mais du coup, on peut contrôler plus précisément la pub qu'on va te mettre. Par contre, sur le truc du retargeting, mettons, t'es en train de visiter le site du Monde et t'as une petite pub à droite. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils savent vraiment que c'est toi qui es sur ce site, vu que ce site ne te demande pas ton âge quand tu vas dessus? Enfin, du coup, je sais pas s'il n'y a pas peut-être des barrières et tout. Avec les algorithmes d'aujourd'hui, ils recroisent tout et ils savent très bien qui t'es. Du moment où il y a le Facebook Pixel qui est mis dessus, c'est des infos qui transitent. Donc, c'est peut-être pas de la pub, mais ça reste de la data, des données. Donc, du coup, c'est peut-être pas des fois du retargeting spécialement pour mettre la pub d'un whisky sur une autre page, mais ça va être des données qui sont conservées et qui vont être réutilisées à des fins marketing. Donc,
Donc ouais, c'était le petit coup de gueule perso. Après, à vous de voir si c'est intéressant pour vous, mais je pense il vaut mieux payer une équipe marketing à faire du bon travail de marketing éthique plutôt que d'analyser chaque donnée envoyée à Facebook. C'est mon avis. Point suivant. Allez, c'est parti. Je déroule. Donc là, il traque pas tous nos clics. Chaque session, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit là. Je sais pas s'il y avait autre chose. Non, c'est un peu la même chose. Particulier. En tout cas, j'ai rien surligné pour le coup. We don't do any exit pop-ups and other intrusive call to action. Alors, on a parlé un petit peu plus. On parlait des exit pop-up, c'est ce qu'on disait sur Amazon. Clairement, on nous offre de nouvelles possibilités de partir. Moi, je le fais, par exemple, quand on est sur ma mailing list de mon studio. Quand quelqu'un se désabonne, je le renvoie sur une page spécifique de mon site web en lui disant « Ok, tu te désabonnes, il n'y a pas de souci, je comprends pourquoi tu le fais, mais tu pourrais avoir telle ou telle option qui pourrait t'intéresser. » Et là, je renvoie à ta newsletter et je renvoie à d'autres choses qui sont gratuites, mais qui sont bénéfiques. Je renvoie pas vers quelque chose de pushy en mode « Ok, tu as voulu partir de chez moi, eh ben non, retourne à la maison. » C'est plus, je donne librement des choses gratuites et intéressantes à la personne pour que ça l'aide, parce que mon but, c'est pas... Si la personne ne veut plus rester dans ta mailing list, elle veut plus rester. Donc ça sert à rien d'essayer de la garder. Autant lui donner quelque chose. Il y a même pas mal de sites qui maintenant te mettent un bandeau dès le début, genre si tu veux te désabonner, c'est ici. Enfin, qui limite un site à te désabonner parce que l'objectif, c'est la qualité. C'est pas d'avoir le plus d'abonnés qui ne te lisent pas. C'est que les gars qui finalement ne cliquent pas sur des abonnés, c'est qu'ils sont à fond et qu'ils ont envie de voir ton contenu. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien de plus insupportable que de ne pas voir le petit lien unsubscribe écrit en police 6 tout en bas du mail et tu peux même pas cliquer dessus. Certains n'en mettent même pas. Alors, je me demande comment c'est possible avec le GRPD d'aujourd'hui. Mais passe entre les gouttes. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui le faisaient, qui mettaient le lien, mais de la même couleur que le fond. Du coup, le lien est là, mais tu le vois pas. Ouais. Voilà, les petits trucs vicieux. Mais sinon, moi, j'ai surligné là sur ce passage-là, je trouvais intéressant sur le côté, on force pas, mais surtout à la fin, il t'explique finalement, effectivement, peut-être que ce genre de pop-up, ce genre de stratégie va peut-être te gagner quelques clients en plus, tu vois, peut-être que mathématiquement, tu vas avoir plus de clients. Néanmoins, ce qu'on ne dit pas, c'est que tu vas peut-être en énerver 10 fois plus. Voilà, donc mathématiquement, tu vas peut-être voir, ah tiens, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de gens qui se sont intéressés à mon produit, j'ai plus de... mais t'en as peut-être 10 autres qui sont là, mais putain, c'est quoi cette marque à la con, c'est quoi ce truc, jamais j'achèterai leur produit, il m'a trop gonflé leur site, il y avait trop de petits dark patterns comme ça, et voilà, et je trouve ça intéressant à toujours garder en tête, quoi, quand tu vas, je sais pas, si on revient au SPI et que tu racontes une belle histoire, mais qui est un peu tirée par les cheveux et tout, est-ce qu'effectivement tu vas pas convaincre certaines personnes, mais de l'autre côté, il y a peut-être des gens peut-être un peu plus aguerris ou qui vont être un peu plus curieux, qui vont se dire mais cette marque-là, c'est totalement bullshit ce qu'ils me racontent. Du coup, leur produit doit pas être aussi bien qu'ils le prétendent. Et du coup, tu vas peut-être créer voilà, c'est un peu ma conviction, un peu ma marotte avec les pseudo-spi sans alcool. Mais je pense que c'est des trucs à garder en tête finalement. Est-ce que tu gagnes pas un petit peu ici, mais tu vas perdre beaucoup plus derrière, quoi, parce que tu n'auras pas été totalement honnête. Ouais.
Ouais, et puis c'est la dernière impression que tu laisses qui fait foi, quoi, qui compte. Si tu as été cool pendant 10 ans et que tu fais une action ignoble à la fin, on va rester là-dessus. Par contre, si tu as été un connard pendant 10 ans et qu'à la fin tu fais une très bonne action, l'esprit humain est fait comme ça. On garde la dernière image en tête de ce qui se passe. Et des fois, c'est un petit peu étrange ou pas forcément légitime ou cool, mais c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. Euh, donc, Mais je voilà, en vois ce que plus, tu veux dire. et puis si on parle de jeunes producteurs ou quoi, est-ce que en t'engageant dans des trucs un peu bullshit, ou mettons, tu montes ta distillerie, tu te mets à faire du gin, du whisky, et malheureusement, tu es obligé d'attendre 3 ans pour avoir un whisky officiellement. Du coup, il y en a qui vont peut-être se dire, bah tiens, je vais acheter du whisky ailleurs, je vais le vieillir chez moi, et puis comme ça, dès le premier jour, j'aurai un whisky à vendre. Et je vais peut-être un peu, de manière un peu douteuse ou pas, laisser croire les gens que c'est vraiment mon whisky fait sur place et tout. Voilà, et du coup, tu vas peut-être gagner un peu de hype sur le coup. Ah, cool, ils ont un whisky, machin et tout. Sauf que derrière, quand les gens peut-être réalisent, mais comment c'est possible, les mecs, ça fait 1 an qu'ils distillent et ils ont déjà du whisky, il faut 3 ans pour du whisky. Et du coup, bah, le jour où t'as passé le cap des 3 ans, t'as vraiment du whisky. Les gens restent sur cette idée, mais c'est pas les mecs qui m'avaient pipoté à la base là. Du coup, voilà quoi. Maintenant, ils ont peut-être un vrai truc légitime, sauf que ça ne m'intéresse plus. Voilà, tu restes associé à ça, donc méfiance. Et il y a souvent aussi un peu de bullshit dans le lieu où ça a été produit et le lieu où c'est embouteillé, non? Des fois, je me suis fait avoir sur ça. Ouais, carrément. Il y en a qui jouent là-dessus, qui te disent, enfin, je sais pas, produit en France, mais du coup, enfin, quand tu as produit en France, déjà, c'est que c'est tellement vague que c'est que les gens, je sais pas, ils veulent pas. Tu te dis, c'est que c'est pas eux qui l'ont fait, tu vois. Ils ont peut-être collé une étiquette sur le produit et puis voilà, parce qu'il y a pas plus à dire, quoi. Mais et puis des fois, ça va un peu plus loin dans le. Mais des fois, c'est un peu, ouais, c'est fait de manière assez fine. C'est toi qui vas te mettre en situation de croire que ça a été fait là. Mais eux, ils te le disent jamais, tu vois. Ils vont mais voilà. Du coup, derrière, ouais, quand t'apprends qu'effectivement, ah merde, c'était juste, en fait, les 10 bouteilles de gin que j'ai sous les yeux, là, sous 10 marques différentes, en fait, c'est les mêmes mecs qui le font en marque blanche. Bon, tu fais ok, cool. Du coup, quelle crédibilité je donne à la belle histoire que chacun m'a racontée, quoi. Avec sa vieille recette de grand-mère, son vieux truc retrouvé dans un vieux château, je ne sais où, enfin bref. Ouais, intéressant, on pourra en parler des heures. On passe au point suivant. Carrément. Hop là. We don't have affiliates and don't pay anyone to recommend us. Donc, pas d'affiliation chez eux. Alors ça, c'est plus ton domaine que le mien pour le coup. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et est-ce que on peut en faire un lien avec les spiritueux? Bah, carrément, parce que ça revient au côté... t'as convaincu des gens de la qualité de ton truc parce que tu leur as parlé en direct, parce que t'as fait des trucs... Enfin, je sais pas, t'as communiqué de manière intelligente et tout. Et du coup, tu as du média acquis, gratuit, comme ça. Donc, je trouve ça intéressant. Et quand ils pensent... Enfin, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je relayais un truc dans la newsletter, justement, qui parlait que les gens se fiaient, découvraient beaucoup les produits grâce à leurs proches, que ce soit famille, collègues, amis. Que c'était même la première source de découverte. Donc, si tu te fies à ça,
on en revient au bouche-oreille, quoi. Il faut miser là-dessus. Après, je nuançais un peu les résultats en me disant, mais qui a appris à ton entourage que ce produit existait à la base? C'est comme si on parle de Plausible, là, quand je regardais ça, du coup, eux, ils payent personne pour parler d'eux. Pourtant, toi, comment tu as découvert ce service? Moi, aujourd'hui, je peux dire, je l'ai découvert parce que Ludovic m'en a parlé. Mais toi, qui t'en a parlé, et on peut remonter le truc comme ça. Mais ça... Ouais, je pense que ça a été en lien avec un instinct profond. J'ai des petites vagues d'anti-espionnage comme ça. Ça m'est arrivé il y a 1 an. J'ai regardé des articles sur les alternatives de Google. Ça me revient là parce que j'ai fini Mister Robot, la série que j'ai trouvé géniale. Et du coup, forcément, je suis dans ce côté un peu anti-espionnage, hacking, éthique et compagnie, enfin éthique entre guillemets. Donc voilà, il y a des petites vagues un petit peu de relance, mais je pense que ça fait que me booster pour arriver à ce que je veux au fond. Mais on y viendra. Je pense que de plus en plus, tout le monde commence à se rendre compte que l'immensité de Google fait peur et qu'elle détruit aussi les petites structures, les startups, etc. Et qu'au final, peut-être qu'il vaut mieux payer plein de petites structures une petite somme pour qu'elles fassent très bien leur job plutôt que tout avoir gratuit et se faire embobiner derrière. Après, à chacun de voir. Mais du coup, on en revient à ça, c'est que c'est toi qui proactivement es allé chercher ce produit. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, le côté que tu es prosélyte dessus est beaucoup plus fort parce que tu es inconvaincu. C'est pas une pub qui t'a lavé le cerveau et qui t'a amené à ça. Derrière, tu m'en parles. Moi-même, je me pose des questions, je fais assez cool. Et je suis convaincu que du coup, si tu appliques ça au SPI, c'est la même chose. Il y a des gens qui justement vont avoir cette démarche d'aller chercher le petit producteur ou quelqu'un qui colle plus à ses valeurs, ou je ne sais pas, ou qui vont naturellement ou culturellement rejeter les gros industriels et justement vouloir non, moi je connais ce petit producteur et tout, il est cool et puis il fait tout à la main et puis machin. Et que c'est finalement, quand tu montes une marque, c'est peut-être, faut aussi miser là-dessus, quoi, qui peut être intéressant. Après, c'est chronophage, faut avoir les reins solides, quoi, mais derrière... Je pense qu'on peut l'affilier avec la transparence aussi, la transparence que toutes les marques veulent aujourd'hui. Parce que dans un de leurs articles sur Plausible, j'ai vu qu'ils disaient que beaucoup de gens qui utilisent Plausible mettent en ligne dans leur footer ou dans un lien sur leur site web leurs stats. Ouais. Les stats Plausible en totale transparence pour qu'on voit combien de gens vont sur le site, sur quelle page, tout ça. Enfin, en tout cas, toutes leurs analytics en transparence, en ligne. Je me suis même demandé si j'allais pas le faire. Et du coup, apparemment, beaucoup de gens qui utilisent Plausible, d'après eux, mettent ça en transparence. Donc, on peut faire le lien aussi avec cette valeur qu'est la transparence, qui est souvent utilisée comme mot fort dans n'importe quelle marque de spiritueux. Du coup, tu peux embed, de base, tu peux embed le truc sur ton site, c'est ça? Ouais, tu le rends public tout simplement avec ton adresse. Après, tu le mets dans une iframe ou tu le mets sur un lien externe, hein, mais en tout cas, tu peux le rendre public, quoi. Ouais, je trouve ça cool, mais c'est... Ouais, tu peux avoir la même logique, quoi, sur... Tu vas dire exactement où est-ce que tu sources tes trucs, où est-ce que... comment tu le fais, enfin... Moi, je sais que quand j'étais à Bordeaux sur le projet, j'avais à cœur, c'était de montrer toutes les coulisses, justement. C'était un peu lassé, tu vois, de voir plein de marques, justement, qui te mettent que des photos de cocktails, des photos de bien lissés dans des bars et tout, et tu vois jamais les coulisses. Du coup, moi, spontanément, maintenant, quand je vois des feeds comme ça, je me demande, mais s'ils montrent jamais les coulisses, c'est que c'est soit qu'ils le font pas eux-mêmes, soit que, enfin, je trouve ça limite douteux, quoi.
Parce que si tu es vraiment en mode craft ou que tu fais des choses à la main, au contraire, tu devrais être super fier de montrer que ça a été fait sur cette petite bécane, que tu as mis tes bottes et que tu as cravaché, et que quand quelqu'un paye le prix qu'il paye, c'est ça aussi qui paye. C'est pas que juste une belle étiquette et le beau cocktail dans le bar stylé qui va avec, quoi. Ouais, donc c'est toujours faire cette différence entre est-ce que je donne gratuitement et est-ce que j'enlève de ma tête cette idée de garder secret ma recette ou mon process pour arriver là où j'en suis, ou est-ce que je le donne en open source et que dans tous les cas, en partant du principe où les gens n'arriveront pas à faire le même produit que moi, même s'ils on en parlait sur le podcast dernier. Dilemme. Mais j'y crois beaucoup parce que l'impact, il est clairement le côté affilié, ça peut être une carotte et un accélérateur, mais dans l'absolu, c'est convertir des gens, je pense. Vraiment, l'idée, c'est pas, mais convertir de manière profonde, tu vois, parce qu'ils ont vu tes coulisses, parce qu'ils ont vu tes stats, parce qu'ils ont vu comment tu fais, parce qu'ils ont vu. Et ils sont encore plus investis pour faire du prosélytisme, faire ta pub gratos et aller dire à tous leurs potes, ah tiens, j'ai découvert ce petit spi sympa, il est fait comme ci, comme ça, on peut tout voir sur leur compte Instagram, voilà, oublie ta bouteille là de ce whisky industriel, machin, goûte ça, quoi. Donc, ouais, on essaiera de mettre des liens en description de la vidéo si jamais on trouve des marques qui sont ultra transparentes comme ça et voir si ça fait sens